les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Dubreton, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle de la consultation sur le territoire souhaitée l'an passé par le ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne. Quel constat peut-on en retirer? On en parle avec nos experts. Bienvenue à Zone Agricole. Le territoire agricole est une pépite que nombre d'intervenants tentent de conserver. Au fil des années, on a craint pour le dézonage, mais des règles établies dans les années 70 par le ministre Jean Garon ont toujours permis une certaine garantie de la protection du territoire agricole du Québec. Après plus de 40 ans, la loi sur la protection du territoire agricole méritait d'être à nouveau analysée. C'est à cela que s'est attelé le ministre Lamontagne dans les derniers mois. Les consultations et les rapports publiés ont permis d'avoir un éclairage neuf sur la situation. Pour en parler aujourd'hui, nous recevrons donc Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon, mais aussi Jacques Landry, qui est l'un des précurseurs de ce chantier majeur pour le Québec. À l'époque, il était sous-ministre adjoint au MAPAC également. Mais dans cette émission, Guy Duval également fait la revue de presse et on va recevoir dans le coup de gueule un invité inhabituel, Guy de Bailleul. Et nous avons tout de suite Simon Bégin pour nous faire une introduction du sujet. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Alors Simon, oui, tu connais bien, toi, la protection du territoire agricole. Ben oui, j'étais là avec M. Garon. C'est une aventure, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans tout cet état-là. On va se concentrer sur ce qui se passe présentement. Écoute, la loi va avoir cet automne 46 ans. Au fil des années, elle a été modifiée, simplifiée. On a voulu enlever certains irritants. Il y a eu, je crois, quelque chose comme 6 modifications à la loi au fil des années. Globalement, moi, je pense qu'on a assisté à plutôt un recul de la protection du territoire. Il y a eu des trous qui ont été ouverts, des soupapes. On n'a jamais atteint l'objectif d'avoir une zone agricole vraiment permanente, inviolable. Alors, maintenant, ce qui se passe présentement, c'est assez remarquable. C'est la première fois qu'il y a un tel effort de consultation auprès de tout le monde, auprès des intervenants, des acteurs, du grand public, pour avoir un feeling, une opinion de la... Ça a représenté combien de consultations, combien de mémoires, tout ça? C'est une opération qui s'est déroulée en plusieurs phases depuis 16 mois. Il y a eu 3 tours de roue, 3 documents de consultation qui ont généré des mémoires, qui ont généré des webinaires. Après ça, il y a eu une grande rencontre au sommet avec le ministre Lamontagne au mois de mai dernier. On vient d'avoir récemment un document d'orientation. La prochaine étape va être un projet de loi, peut-être cet automne, mais je pense plutôt au printemps 2025 avec une commission parlementaire. Alors, tout le monde s'attend vraiment à ce qu'il y ait des modifications importantes. Nous, à l'Institut Jean Garon, on était quand même très actifs dans tout ce processus-là. À chaque fois qu'il y avait un document de consultation, on a produit un mémoire. À chaque fois qu'il y a eu un webinaire, on a été présent. Et moi, je tiens à souligner, ça donne un petit peu un coup de chapeau. Il y avait peut-être une douzaine d'intervenants invités à ces webinaires-là, quand même des grands joueurs, l'UPA, les unions municipales, le Comité métropolitain de Montréal et l'Institut Jean Garon. Donc, on avait quand même un statut là, d'intervenant majeur dans ces enjeux-là. Peut-être du fait qu'il y a, lors du 40e anniversaire de la loi en 2018, l'Institut a produit un document, un rapport, une vingtaine de recommandations. Sur une commande du MAPAC, d'ailleurs. Qui peuvent être, qu'on pense qu'ils peuvent avoir inspiré le ministre à déclencher cette grande consultation-là. Alors, parce que 2019, rappelons-le, c'était sur une commande du MAPAC. Oui, une commande du MAPAC. On a livré un document, je pense, qui est très valable. Maintenant, il faut aussi dire qu'on arrive dans une période charnière pour la protection du territoire agricole. Les pressions n'ont jamais été aussi fortes sur le territoire. Tout le monde connaît la crise du logement. Il y a les changements climatiques. Il y a ce qui s'en vient en 2025, on va annoncer... En fait, on va voir tout ça avec nos invités, mais 160 mémoires ont été déposées. Oui, 160 mémoires. Donc, en fait, il y a quand même une vision large, en fait. Oui, l'opération a fonctionné. Les gens ont répondu à l'appel du ministre. Il y a eu beaucoup d'opinions. Le monde municipal veut un élargissement. Le monde agricole veut que la loi soit renforcée. Alors, on a hâte de voir comment le ministre va tirer les conclusions de tout ça. Alors, on en parle tout à l'heure avec les invités, mais tout de suite, la revue de presse avec Guy Duval.
Guy, bonjour. Tu es dans la bonne thématique. Je vois la vie agricole affichée en gros sur ta chemise. Oui. Et ça tombe bien puisque tu vas nous parler des journées agricoles de Limoilou que la vie agricole organise pour la 3e édition, en fait. Oui, bien l'an passé, disons qu'on avait fait 2 éditions. C'est en collaboration avec la Société de développement commercial, la 3e avenue. Alors, ça se passe à Limoilou, c'est la 3e avenue, entre le 10e et 11e rue. Alors, l'an passé, c'était un succès. On a eu quand même 1000 personnes par jour. L'objectif, c'est d'approcher justement l'agriculture en ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a tout simplement des gens qui avaient du fromage, des chèvres. On a eu un alpaga, une vache. Fait que ça, c'est très bon pour les jeunes familles particulièrement. Là, l'an passé, on avait beaucoup de poussettes l'an passé sur les journées beaucoup de agricoles. poussettes. Puis l'alpaga, qui s'appelait déjà Raymond. Raymond d'Alpaga, disons que c'était le succès. Ensuite, on a eu aussi des kiosques avec de la fondue, fromage, puis ça a été vraiment... Dégustation de pain, etc. Cette année, d'ailleurs, Oui. il y a beaucoup de gens de l'an passé qui reviennent parce que le Nature Belle-Île revient Oui, avec pizza les poules. morceaux, Pizza morceaux fromagerie revient. Lancêtre qui vont être là, les vagabonds, justement, ceux qui ont les chèvres, justement, là, avec les fromages, les céréales du Québec, puis le groupe Bossé avec les tracteurs. Les tracteurs, là, c'est intéressant d'avoir des tracteurs en ville, c'est assez rare quand même. Et des nouveaux se joignent, en fait, parce que cette année, Du Breton, d'ailleurs, qui est un des partenaires de l'émission, qui nous aide, en fait, dans la réflexion de l'émission également, sera présent parce qu'ils vont faire déguster leur porc biologique sur place. Absolument. Donc, Puis, on va découvrir des nouveaux kiosques aussi cette année. Oui, ça, c'était l'histoire de Limoilou aussi, puis l'équipement La Roche, puis même eux, ils vont avoir... ils vont apporter un âne. Oui. Puis on s'attend de voir aussi cette année vaches, porcelets, ânes, chiens, chèvres, buffles. Raymond de l'Alpaga, on s'entend bien Oui, de on voir espère que Raymond Raymond aussi. d'Alpaga n'aura pas la grippe parce que l'année dernière, elle est venue juste un week-end. Le deuxième week-end, elle avait la grippe. Oui. Et les poules aussi avaient la grippe Et l'an les poules passé. aussi Il ne faut avaient pas la oublier que l'an passé, c'était quand même le 14 octobre et le 7 novembre. Puis 2 jours après la dernière Et là, édition, ça se il passe neigeait. là, ça se passe le 28 septembre dans quelques jours. Le 28 et là, septembre. les animaux nous ont dit qu'ils seraient tous au rendez-vous. Oui, puis on attend beaucoup de monde. Merci, Guy. Oui, à plaisir. Alors bonjour messieurs, bonjour Jacques Landry. Bonjour. Donc je vous ai présenté tout à l'heure, ancien sous-ministre adjoint au MAPAC, mais très précurseur de la loi Garon, on va dire. Michel Saint-Pierre, qu'on connaît bien, qu'on retrouve pour cette nouvelle saison. Bonjour, avec Jean. nous, co-président de l'Institut Jean Garon, et bonjour à vous deux. Première question que j'aurais envie de poser à Michel. Bon, comme Simon nous a dit, on est en consultation depuis 16 mois, il y a eu 160 mémoires, il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de webinaires. Est-ce que ça s'éclaircit un petit peu sur ce qui s'en vient? Oui, mais je dois dire, comme Simon a dit, que c'est un travail qui était bien mené, qui nous a donné un beau portrait, quand même, de situation, au fil de trois fascicules qu'on a appelés. Oui, la situation s'éclaircit parce que le portrait est, je dirais, objectif, mais quand même inquiétant. Et ce que je dois en retenir, moi, ce qui a été ma première grande observation, c'est de constater à quel point... Bien sûr, il est empiété. Je laisse Jacques, qui connaît très bien le domaine, en parler, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que l'usage qu'on en fait actuellement n'est certainement pas un usage qu'on souhaiterait en faire. 40% à peu près et plus de notre territoire agricole n'est pas en agriculture. Ça, c'est un premier constat qui a été, je pense, du premier fascicule, je me souviens bien. Et par la suite, si on regarde un peu plus près, à peu près 70% des meilleures terres, celles de la vallée, les basses terres de la vallée du Saint-Laurent, sont dans 2 productions, maïs, grains et soya, qui servent à l'alimentation animale. Donc, déjà ça, là, manque un peu de rotation. ça nous amène à avoir, je dirais, un portrait un peu plus mitigé de notre... Un point que j'ai vu, un chiffre qui est sorti beaucoup, en fait, quand on a vu les différentes consultations, c'est qu'on disait toujours que les terres étaient achetées par les étrangers. On a compris, en fait, que finalement, on nous a expliqué, même au MAPAC, on nous a expliqué que 82% des terres sont achetées par les producteurs eux-mêmes. C'est surprenant, ça, non, Jacques Landry? Ça a surpris, effectivement, mais ceux qui connaissaient le secteur agricole s'attendaient à une telle situation. C'est les agriculteurs, les grands agriculteurs ou les gros agriculteurs, c'est eux qui ont les moyens
avec les programmes financiers actuels du gouvernement, d'aller acheter des propriétés agricoles. Et plus ils ont des disponibilités financières, plus ils investissent pour agrandir leurs propriétés. Oui, mais vous dites, en fait, le milieu agricole le savait. Alors, le MAPAC nous l'a dévoilé dans les consultations. Le milieu agricole le savait, mais l'UPA ne le criait pas très, très fort, en fait, jusqu'à maintenant. Non, parce que lorsqu'en 78, on a fait la loi sur la protection du territoire agricole, à ce moment-là, c'était des spéculateurs de l'extérieur du Québec. C'est pour ça qu'on a fait en même temps une loi sur l'acquisition des sols par des non-résidents. Mais 45 ans plus tard, on est obligé de se rendre à l'évidence que ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont les grands propriétaires du fond de la zone agricole. Vous, est-ce que vous diriez que c'est plus clair aujourd'hui avec les consultations? Est-ce que on s'en va vers quelque chose qui s'éclaircit? Oui, pour moi, ça s'éclaircit parce qu'il y a une grande évidence qui ressort de cette consultation. Il n'y a personne, aucun intervenant n'a contesté le bien fondé puis la raison d'être de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, tout le monde a dit que ce régime-là est essentiel pour protéger nos sols puis assurer notre sécurité alimentaire. Donc, pour moi, c'est un point qui est excessivement clair. Mais il y a quand même deux grandes tendances en zone agricole. Les agriculteurs sont encore obligés de se lever debout, se battre pour empêcher que des projets de développement viennent grignoter la zone agricole, alors que les intervenants municipaux réclament des assouplissements de la loi pour être capables de dézoner, construire des résidences, des industries ou d'autres activités à l'intérieur du secteur agricole. On s'attend à ce que ces consultations nous amènent à éclaircir le jeu, donc puis à faire des nouvelles règles. Oui, on s'attend à ça parce que le portrait, comme je mentionnais, qui a été posé est assez clair sur beaucoup de ces plans-là, aussi bien au niveau de la propriété, dont j'en viens de parler, aussi bien au niveau des empiètements qui se font, tout ça est très clair. Donc, on devrait avoir immédiatement quelque chose qui a des actions qui découlent de ça. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de rumeur à l'horizon. Je ne pense pas qu'on entende parler beaucoup de choses. 82% des terres achetées par les agriculteurs. Bon, dans les choses qui ont popé un peu, on va dire, dans les médias généralistes, il y a aussi l'histoire Mario Pelchat, parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'agrotourisme qui est important en fait en agriculture. On dit que la nouvelle génération se tourne vers l'agrotourisme. Il y a effectivement une nouvelle agriculture à travers l'agrotourisme. Puis là, il y a comme une réflexion qui est étrange. D'un côté, il y a le capital de sympathie pour Mario Pelchat, qui veut rapprocher la culture d'agriculture. Puis quand on fait la demande du dossier à la CPTAQ, qu'on reçoit ça, on dit finalement, il y avait une brèche d'ouverte, il a ouvert la porte en grand, lui, en fait. Est-ce que c'est ça un peu qu'on peut dire dans l'histoire? Pour ma part, qu'on est allé un peu loin sur ce plan-là, qu'on n'était plus dans l'agro-tourisme, où le mot agro était très, très, comment dire, très éloigné de ça. Et je pense que si on regarde un peu à l'origine, l'agro-tourisme devait être quelque chose qui tourne autour d'une agriculture, d'une production. On parlait des tables champêtres, on parlait des gîtes à la ferme, des circuits qui étaient aménagés. Oui, ça n'exclurait pas qu'il puisse y avoir à un moment un spectacle qui se fasse dans une grange. Mais si la grange devient une salle de spectacle, c'est plus de l'agrotourisme. Vous avez la même lecture? Il y a une brèche, il faut donc la refermer. Il faut mieux baliser ce qu'est une activité agrotouristique. Elle doit obligatoirement être liée à une activité agricole, mais elle oblige également le ministère de l'Agriculture à avoir une connaissance fine de tout le territoire agricole. Ouais. On ne peut pas implanter une activité agrotouriste si on ne sait pas ce qui se fait sur les terres avoisinantes. Actuellement, le MAPAC ne le sait pas. Et donc, c'est un danger de trop ouvrir ce concept sans connaître très bien notre territoire agricole. En ouvrant le concept de l'agrotourisme, en fait, comme on n'a pas bien défini c'est que l'agrotourisme, en fait, on laisse un peu chacun définir. Oui. C'est comme ça. Okay. Mais Jacques mentionne quelque chose qui est important. Je pense qu'il faut bien le connaître. Il faut que le MAPAC revienne, connaisse son territoire mieux qu'il le connaît. C'est ça. Connaître les terres en friche, les parcelles, les usages que l'on fait et surtout... Puis est-ce qu'après la consultation de cette année, ils vont avoir tous les outils pour faire ça? Moi, je vous dis... Il y a certainement un très beau matériel. Oui. Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais oui. Sauf que tous les efforts, le renforcement de la protection agricole, du territoire agricole, ne passe pas par des amendements législatifs. Il passe par des mesures que le ministère devrait prendre pour protéger les terres agricoles. Le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est les terres des Sœurs de la Charité. Ces terres-là ont été protégées parce qu'elles étaient utilisées à des fins agricoles, donc ils étaient utilisées et les citoyens se sont levés pour empêcher effectivement un promoteur de les développer. Si le ministère avait des mesures pour faciliter
la remise en valeur des terres en friche pour faciliter le morcellement puis la vente des propriétés, puis qu'on modifie le régime de la fiscalité municipale pour être capable de surtaxer les spéculateurs ou ceux qui ne veulent pas qu'on utilise leur sol agricole qui n'est pas utilisé en zone agricole, ces mesures-là viendraient renforcer dans l'esprit des gens l'idée c'est un secteur qui sert pour les terres, pour nous alimenter, donc c'est essentiel de le protéger. Pour l'instant, on a des terres en friche, les gens veulent faire des développements puis des constructions sur ces sols-là. Justement, vous parlez des terres des Sœurs de la Charité, j'allais vous en parler parce qu'en fait, chez Michel, d'ailleurs, tu as été assez proche du dossier avec l'Institut Jean Garon. Ça, c'est un des points positifs du ministre Lamontagne qui l'a fait se démarquer dans les 2 dernières années. Mais est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Bon, OK, le MAPAC a acheté, mais il va se passer quoi? Oui, bien, on a procédé à de nombreuses consultations. D'abord, on a invité les gens à venir voir et à donner des opinions. J'ai participé moi-même à une table de gens de l'extérieur, là, des gens qui, évidemment, en général, qui avaient une assez bonne idée. L'idée était de développer un concept, parce que ces terres-là, on veut les protéger, mais on veut aussi que les gens de la ville s'y approprient. Et pour ça, ça prend un concept. Qu'est-ce qui va les attirer si ils vont seulement une fois voir, puis ils ne retournent plus jamais? Non, alors non, ça ne remplit pas l'objectif. Donc, l'objectif est celui actuellement, justement, de développer ce concept qui permettrait aux gens d'abord de s'y retrouver, de trouver un intérêt dans une visite familiale à cette maison. Celles-ci, au moins, sont protégées. Par contre, l'Institut économique de Montréal, et on va en parler tout à l'heure avec Guy de Bailleul, a sorti une étude qui demandait en fait à ce qu'on construise sur les terres agricoles à Laval pour limiter les problématiques de l'immigration qui arrive au Québec. Ça, c'est un peu comme l'histoire du 10-30, mais en pire, non? C'est ça, une aberration. Et ça, c'est vraiment une aberration. Une aberration parce que les sols ne sont pas cultivés, puis ça fait 45 ans qu'ils ne sont pas cultivés. On devrait faire des résidences ou développer de l'industrie, alors qu'il y a des espaces en zone blanche, donc en zone de la ville, pour être urbanisés. Ces sols-là coûtent moins cher, donc les gens ont immédiatement tendance à dire, bon voilà, on va aller sur ces sols-là. Ils coûtent beaucoup moins cher, ça va revenir moins cher pour résider. C'est un non-sens. Mais par contre, ça veut dire que si elles sont en friche, c'est que, à un moment, il faut un moteur pour relancer l'agriculture, parce que si on les garde en friche, on ne règle pas le problème non plus. Exactement, c'est essentiel. C'est pour ça que le ministère, s'il veut renforcer effectivement la protection du territoire agricole, il faut remettre en culture ces sols-là. Ça fait 45 ans qu'ils attendent. Je ne comprends pas pourquoi que ça n'a pas été remis en culture. Le maire de Laval, Jacques, je dirais, est actuellement très, très ouvert, là, très allumé sur le sujet. Il y a un projet de mise en valeur. Par exemple, taxer les sols qui ne sont pas en exploitation. D'abord, il veut les protéger, il veut les remettre en culture. C'est la première fois qu'un maire de Laval prend des positions aussi claires que ça. Alors, l'IDEM, l'Institut économique de Montréal, il n'est pas dans le champ. Il est dans le champ. Il est vraiment dans le champ, très loin. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé aujourd'hui à cela, et on va suivre les consultations au cours de l'année encore. On va vous réinviter certainement, parce que c'est un sujet majeur, je le sais, pour notre émission et pour l'Institut Jean Garon. Merci. Merci. Merci, Jacques. Louis-Marc Nadeau, bonjour. On s'est vu en fin de saison l'année dernière pour parler de l'hôtel Monsieur Jean. Et on a vécu quelque chose, nous, depuis, parce qu'en fait, on a vécu la semaine Marc Vera qui est venu faire un tour au Québec et un long passage, en fait, chez vous à l'hôtel, et qui a découvert en même temps le restaurant Le Bijou. Et c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui, parce que d'abord, comment vous avez vécu cette histoire avec Marc Vera? Ça a été une semaine extraordinaire pour moi-même et pour le personnel aussi, qui s'est impliqué, mon jeune personnel. En fait, la majorité de mes directeurs de service ont moins de 30 ans. Et ayant pris connaissance de l'ampleur de la réputation du chef, se sont tous tirés à main et pieds liés dans l'aventure avec moi. Puis ça a été un 4 jours intense, comme était l'horaire du chef. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une disponibilité incroyable de l'équipe chez vous. Oui. Et on a eu le plaisir justement de l'accueillir au Bijou, à notre bar cocktail-restaurant. Exactement. Il y a eu le déjeuner des chefs. Si les gens vont sur Facebook, vont sur le site de l'Agricole, ils retrouveront des photos. C'était extraordinaire ce que vous avez fait pour la réunion des chefs autour de Marc Vera. Mais effectivement,
effectivement aussi, là, on a découvert tous un peu le restaurant Le Bijou. On le voyait, mais en fait, c'est un peu un bijou parce que c'est un peu un secret à Québec parce que c'est nouveau. Oui, je pense que c'est... On a fêté le premier anniversaire le 24 septembre dernier, mardi dernier. Surtout l'été, là, quand on est là, on est à l'intérieur, mais on est un peu à l'extérieur parce qu'il y avait une baie vitrée qui s'ouvre sur le Québec. Une baie vitrée sur la rue Saint-Jean, la rue juste à côté de l'hôtel de ville, des boutiques, de l'architecture aussi. C'est ce qui a vraiment impressionné le chef et sa conjointe aussi, l'équipe qui résidait chez nous, cette proximité de lieu historique dans un écrin qui est Le Bijou et Monsieur Jean. Oui, le terme est bien choisi. Et effectivement, beaucoup d'art en fait dans cet hôtel-restaurant. Puis un intérêt, j'imagine, pour les produits locaux, parce que si vous êtes intéressé à Marc Vera, c'est que vous vous intéressez exactement. au terroir. Il a été tellement inspirant pour notre équipe et pour notre nouveau chef qui a débuté chez nous il y a à peine un mois même maintenant. Un chef français qui est établi au Québec depuis 7 ans. Il est maintenant résident du Québec et j'avais justement une discussion avec passé ici. Qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui était sa passion? Pourquoi il aimait les produits du Québec? Et c'était justement l'accessibilité, la fierté aussi qui se développe. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué du passage du chef Vera, c'est qu'il nous a redonné, je pense, un coup de fouet aux Québécois sur la reconnaissance de la qualité de nos produits et la disponibilité, qui parfois, malheureusement, reste à désirer encore, mais je pense que si on se tenait tous la main et qu'on se donnait un objectif de rendre accessible et de faire connaître encore plus les produits québécois. Tout le monde adore, donc le chef aussi adore nos produits. Nous, on tient évidemment des fromages de Charlevoix, du poisson de la Côte-Nord, les petits fruits qu'on termine aujourd'hui, le maïs de Neuville. On essaie de s'approvisionner le plus possible, bien sûr. Une question d'être pratique aussi. Il faut faire livrer. C'est combien de couverts, le restaurant Le Bijou? Écoutez, dans une journée, on peut facilement faire un 200 couverts. Si en plus on a une fonction banquet, on peut rajouter une centaine de personnes et tout ça. Et d'autres matins ou d'autres journées un petit peu plus tranquilles. Mais on ne vise pas la production de masse, mais la qualité des produits. Puis c'est ce qu'on retrouve, bien sûr, avec nos produits. Aussi de l'hôtel auquel vous accueillez pas mal de personnalités. Oui. Je ne sais pas si on peut dire des noms, mais en tout cas, on sait que vous avez reçu Marc Vera, donc c'est déjà une grande personnalité. Oui, exactement. Mais j'ai cru comprendre à vous côtoyer qu'il y avait quand même pas mal de personnalités qui avaient leur adresse là-bas. Oui, en effet, avec garde du corps, chauffeur, etc. Mais Monsieur Jean est un hôtel particulier, mais surtout discret. Donc, c'est toujours notre objectif de protéger la vie privée des gens, mais en même temps leur faire découvrir un autre côté de la ville de Québec, justement par un décor éclaté, de bon goût, qui arrive à surprendre les gens. Et la saison touristique va bien, vous nous disiez tout à l'heure. Extrêmement bien. Ce sera le meilleur été pour notre hôtel et pour le Vieux-Québec aussi un excellent été, premier ou deuxième à travers le Canada pour à peu près tout l'été, à toutes les semaines de l'été. Et ça se poursuit encore là, maintenant. Là, nos chiffres sont excellents là, jusqu'à la mi-fin octobre. Donc, c'est une belle saison. On vous souhaite une belle deuxième année. On invite tout le monde à aller manger au restaurant Le Bijou et nous, on ira vous voir parce que c'est une belle découverte. Oui, on te verra tous les soirs avec musique live les jeudis soirs et les dimanches soirs. Merci beaucoup. Plaisir. À bientôt. Merci. Alors, une fois n'est pas coutume, cette semaine, ce n'est pas Yann Turmine que l'on retrouve dans la chronique éditoriale Coup de gueule, mais le coprésident de l'Institut Jean Garon, Guy Debailleul. Bonjour Guy, on vous reçoit aujourd'hui parce qu'en fait, vous avez réagi en fait à une étude que l'Institut économique de Montréal a sortie il y a quelques semaines, qui en fait disait avec l'immigration qui arrive au Québec, il faut trouver des solutions. Et leur solution, c'est de construire sur les terres agricoles de Laval, entre autres. Et je pense que vous avez réagi assez fortement, de façon un peu ironique d'ailleurs, dans un texte qui a été publié chez nous et peut-être repris dans quelques médias. Expliquez-nous comment vous avez vécu cette étude de l'Institut économique de Montréal, Guy Debailleul. Oui, bonjour Yannick. Effectivement, quand j'ai vu ce texte, la première réaction que j'ai eue, j'ai pensé à l'expression « on devrait bâtir les villes à la campagne, l'air y est plus sain ». Ça, c'était une expression qui était attribuée à l'humoriste français Alphonse Allais au milieu du 19e siècle. Sauf que le papier en question ne prêtait pas du tout à sourire. En fait, il consistait en ceci, en disant, si on a une crise du logement, il était de bâtir sur les terres agricoles. Et par exemple, prenons un exemple, la ville de Laval, il existe 70 km² de terres agricoles, zonées agricoles,
Eh bien, s'il était possible de bâtir sur ces terres avec la même densité que dans le reste de l'île de Laval, eh bien, on pourrait rajouter 180 000 habitants à la ville de Laval. Donc, en quelque sorte, 70 000 logements. Donc, mais c'est faire fi, en fait, du fait que les terres ont une qualité pour la culture, en fait, en tant que telle. Ah, tout à fait. De toute façon, il va plus loin dans la fin de son papier. Il dit simplement on devrait modifier le zonage agricole, la protection du territoire agricole, pour laisser les agriculteurs libres de vendre leurs terres pour faire des logements ou pour faire n'importe quoi d'autre. Autrement dit, ce qu'il propose, c'est qu'on abandonne purement et simplement la protection des terres agricoles. Et ça, à un moment où les villes sont en train de réaliser l'importance de ce territoire agricole. Ouais. Puis dans une période, en fait, où le gouvernement consulte justement sur le zonage, sur la protection des terres. Ça fait un an que le ministre de la Montagne consulte là-dessus. Est-ce que vous avez vu ça comme une incitation de l'Institut économique de Montréal pour se positionner dans ce débat-là? Est-ce que c'est ça vraiment leur intérêt? Tout à fait. Alors, on peut remarquer que l'Institut ne s'est pas manifesté pendant tout l'exercice auquel on vient d'assister et de participer. Et c'est juste au dernier moment, au moment où on s'attend à ce que le ministre tire les conclusions de cette consultation, hop, on sort un papier en disant, voilà, on a la solution avec un petit calcul simpliste. Je me suis même dit, pourquoi pas extrapoler à la grandeur du Québec, et puis on consacre les terres agricoles au logement. Alors, je ne sais pas si ça résout la crise du logement, mais ça permettrait d'ajouter 28 millions de personnes au Québec, mais il n'y aurait plus rien pour les nourrir ces personnes. Ouais. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup, Guy Debailleul. Ça nous éclaire, en tout cas, sur cette étude qu'on a vue passer. Et on voulait avoir l'avis de l'Institut Jean Garon, de votre avis en tant qu'ancien vice-doyen, en fait, à la Faculté d'agriculture de l'Université Laval. On vous remercie beaucoup. Et pour nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis encore cette semaine. On espère que tout ça vous permet de mieux comprendre les enjeux agricoles. Et on vous dit encore une fois à la semaine prochaine. Les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Du Breton, fiers partenaires de Zone agricole.